Un enseignement inestimable qui m'a permis de faire des progrès importants dans ma recherche de la prospérité financière est de comprendre exactement ce qu'est l'argent. Tout le monde en a besoin et pourtant certains le diabolisent. Ici Michael Semo, bienvenue sur ta chaîne Chronique d'un Blédard. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir qu'une petite surprise vous attend à la toute fin. Nous nous en servons tous les jours, mais vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que l'argent? Une ressource aussi inestimable et indispensable à notre survie, comment se fait-il que certains en ont abondamment et d'autres très peu, voire pas du tout? Ceux qui ont une abondance de richesse sont-ils vraiment des êtres diaboliques, ne reculant devant aucune bassesse pour grandir leur fortune? Ou peut-être ont-ils accès à une information inconnue de la grande foule et leur donnant un avantage déloyal sur le marché de l'économie? Qu'on soit d'accord sur un point, il y a des mauvaises personnes partout, aussi bien chez les pauvres que chez les riches. Je dirais même qu'être pauvre nous prédispose beaucoup plus à développer des habitudes vicieuses, individualistes, et ceci pour pouvoir garantir notre survie. On est plus enclin à être égoïste lorsqu'il y a une pénurie de ressources. Le manque d'estime de soi, entretenu par des environnements pauvres, nous prédispose à la vanité. Il suffit de voir tous les objets de marque que les personnes pauvres ne manquent pas une opportunité d'arborer. Elles ressentent le besoin d'attirer l'attention, ou plutôt de dissimuler leur ego, derrière ces panneaux publicitaires qu'elles finissent par devenir elles-mêmes. Mais je me suis rendu compte d'une chose. La raison pour laquelle j'étais si pauvre était réellement due au fait que le programme que j'avais reçu était erroné. Ce programme qui fonctionnait chaque jour en arrière-plan dans mon inconscient était faux. Je fonctionnais sur des informations complètement erronées. Et dès le moment où j'ai commencé à adopter le programme approprié, j'ai commencé à avoir des résultats. L'un des changements que j'ai réalisés, c'est de changer la perception que j'avais de l'argent. Apprendre ce que l'argent est réellement. On entend souvent dire « le temps, c'est de l'argent ». Le temps, c'est de l'argent. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse. L'argent, c'est le temps. L'argent, c'est le temps qu'on a réussi à encapsuler. Personnellement, je pense que c'est l'un des plus grands exploits de l'ingéniosité humaine. L'argent, c'est un système qui a permis de transformer l'idée abstraite qu'est le temps en monnaie. Il va permettre à effectuer des transactions de temps entre les individus. Donc, comme il existait le système de troc dans les premières civilisations, je te donne du pain, tu me donnes une chaise. Maintenant, on ajoute une nouvelle valeur d'échange qui n'est plus matérielle, mais qui est plutôt abstraite dans ce système de troc. Maintenant, on est capable de troquer son temps pour divers objets et services, et c'est l'argent qui représente l'intermédiaire. Ceci facilite et régularise les transactions. C'est magnifique. On a une meilleure idée de ce qu'on peut acquérir en fonction de la quantité d'argent que l'on possède
Mais plus important encore, on a une idée de la valeur générale des objets et des services sur une échelle globale. Pour prendre part à ce système d'échange autour de l'argent, on doit aller acquérir de l'argent pour pouvoir l'échanger ensuite contre des objets et des services. Pour l'instant, tout va bien. Le problème, c'est que le temps représente littéralement votre espérance de vie. Plus vous avez de temps à disposition, plus longue est votre vie. Les personnes pauvres ont été convaincues, et je dirais même endoctrinées, dans la croyance qu'il est tout à fait acceptable d'échanger indéfiniment et systématiquement leur temps contre de l'argent. Et j'insiste particulièrement sur les termes indéfiniment et systématiquement. Si nous sommes d'accord que le temps représente littéralement notre espérance de vie, à partir de maintenant, je change de lexique. À chaque fois que je dois utiliser le terme temps, je vais utiliser le terme vie à la place. Ainsi, vous pourrez réaliser réellement l'ampleur de l'enjeu. La majorité des personnes ont été convaincues que pour acquérir de l'argent, elles devaient échanger leur vie pour s'en procurer. C'est ainsi qu'on voit des gens travailler dur tout au long de leur vie sans jamais arriver à un stade où elles n'ont plus besoin d'échanger leur vie pour se procurer de l'argent. Voici la réalité et ce qui détermine de manière ultime si vous serez riche ou pauvre. Aussi longtemps que vous devrez échanger votre vie contre de l'argent, vous serez pauvre. Je répète, aussi longtemps que vous devrez échanger votre vie contre de l'argent, vous serez pauvre. Vous devenez riche lorsque vous atteignez l'une de ces deux situations. Soit vous avez suffisamment d'argent mis de côté, ce qui vous retire le besoin d'aller sur le marché de l'économie pour en acquérir, soit vous avez suffisamment d'actifs à votre nom qui vous procurent suffisamment d'argent et qui vous retire de nouveau le besoin de retourner sur le marché de l'économie pour en acquérir. Des actifs, ce sont des biens qui vous rapportent de l'argent. Des actions en bourse, des biens immobiliers. Et des passifs, ce sont des objets qui vous coûtent de l'argent sans vous en apporter. Ce sont les téléviseurs, les voitures, les iPhones, les ceintures, les chaussures, les Gucci, les Versace, etc. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie qu'on est riche dès lors que nos revenus passifs sont supérieurs à nos dépenses. Les revenus passifs sont ceux qui ne dépendent pas de notre action directe. Ils se réalisent quoi qu'il arrive. Ce sont des systèmes que l'on met en place une fois, une seule fois, si fait correctement, et qui vont nous générer des revenus tout au long de notre vie en nécessitant très peu de contrôle, voire pas du tout. Devenir riche, c'est comme apprendre à pédaler un vélo. On a besoin de le faire une seule fois dans une vie. Ceci signifie donc que le statut de riche est principalement déterminé par le niveau de dépenses d'un individu. Car les dépenses peuvent être infinies. Quelqu'un peut gagner des dizaines de millions d'euros par mois de manière active, mais être pauvre. Tandis que quelqu'un peut gagner quelques milliers d'euros par mois et être riche. Dans le cas de la première personne, son niveau de vie est supérieur à ses revenus actifs, tandis que dans le deuxième cas, ses revenus passifs sont supérieurs à son niveau de vie.
C'est pourquoi dans le chemin de la recherche de la prospérité financière, l'un des points d'attention, et j'ai même envie de dire le plus grand point d'attention, c'est de veiller à l'inflation de notre niveau de vie. C'est-à-dire que lorsque nos revenus augmentent, on ne doit pas augmenter nos dépenses afin de pouvoir allouer ce surplus de capital à l'édifice, à construire cette source de revenus passifs. Prenons des exemples concrets. Certaines personnes, lorsqu'elles vont avoir un peu d'argent mis de côté ou une augmentation de leur salaire, elles vont utiliser ce surplus de capital pour aller acheter une voiture, un standing au-dessus. As-tu vraiment besoin de cette Mercedes, de cette BMW, de cette Audi, de cette Tesla, alors que tu es obligé d'aller bosser dur pour pouvoir rembourser le crédit de cette voiture? L'assurance, qui est généralement supérieure aux voitures moins luxueuses, l'essence, car ces voitures consomment généralement plus, hormis la Tesla, elles vont se servir de ce surplus de capital pour aller plus souvent en vacances, pour manger plus régulièrement dans des restaurants, pour faire plus souvent de shopping, pour s'acheter les derniers gadgets, les iPhones et ainsi de suite. Et quelque part, on peut les comprendre. Toutes ces dépenses, c'est pour oublier que leur vie est dure. Ce sont des bouffées d'oxygène dans un état d'asphyxie permanent. Ce sont des gens qui vivent pour le week-end. Elles passent toute leur semaine à planifier comment est-ce qu'elles vont se divertir pendant le week-end. Et lorsque le dimanche soir arrive, l'anxiété s'installe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une solution durable dans le temps. C'est un cycle vicieux. Elles doivent systématiquement retourner travailler à ces jobs qui les rendent si malheureux pour pouvoir entretenir ce système. Et malheureusement, plus le temps passe, plus on vieillit, moins on est capable d'assumer la même charge de travail, le même niveau de stress que 10 ans, voire 20 ans plus tôt. Pire, lorsqu'on s'est permis un certain niveau de vie pendant si longtemps, il est très difficile, voire impossible, de faire marche arrière. Et c'est là que surviennent les catastrophes. Moi, ce que je vous propose, c'est au lieu de vous voiler la face sur combien votre vie est difficile, c'est de tout simplement l'accepter. Accepter la vie pour ce qu'elle est. Difficile. C'est difficile de travailler 38 heures semaine, de payer toutes ses factures avec son salaire et de ne plus avoir suffisamment d'argent pour se faire plaisir. La vie est chère. L'essence coûte cher, l'électricité coûte cher, le gaz coûte cher, la crèche des enfants coûte cher, la nourriture coûte cher, élever des enfants coûte cher, le téléphone coûte cher, prendre des vacances coûte cher, cette voiture dont vous rêvez tant coûte cher, cette maison qui vous fait rêver coûte cher. Et lundi matin, 6 heures, lorsque votre réveil a sonné, vous avez maudit ce travail que vous détestez tant, mais où vous devez retourner, dont vous n'avez aucune idée de comment vous en extirper. Acceptez et appropriez-vous la difficulté de la vie. Réellement, souffrez de votre impuissance face à cette difficulté. Et dites-vous, plus jamais. Nous avons une seule vie. Il n'y a pas de répétition. Si on était au théâtre, c'est immédiatement la grande représentation. Une seule chance, aucune vie supplémentaire. La vie n'est pas un jeu vidéo. Et posez-vous la question, est-ce vraiment ainsi que vous voulez l'utiliser? Pour ceux qui souhaitent avoir une vie différente, plus épanouie, ils peuvent prendre leur place dans les starting blocks.
La vie ne sera pas plus facile, mais vous serez beaucoup plus résilient. Vous allez vous mettre dans une position où lorsque d'autres personnes se plaindront du coût de la vie, vous ne le percevrez plus. Je vous parle d'expérience personnelle. Le prix de la nourriture aurait augmenté de 11% en un an. Je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou en Europe. Ceci n'a plus aucune importance pour moi. Pareil pour le prix de l'essence ou du gaz. Certaines personnes essayent de faire le plein à des moments stratégiques pour pouvoir économiser quelques euros. Ceci n'a plus d'importance. J'ai besoin de nourrir et de chauffer ma famille. Ce n'est pas un besoin facultatif, c'est une nécessité. J'ai besoin de me déplacer en voiture. Et assurer ses dépenses sans devoir regarder tout le temps son compte en banque, c'est une sensation inimaginable. De pouvoir regarder sa femme dans les yeux et pouvoir lui dire que elle et les futurs enfants ne manqueront jamais de rien. Je vous dis ceci pour vous faire comprendre les enjeux de la décision que vous allez être appelé à prendre. Ceux qui sont continuellement stressés par un manque d'argent, sans doute. Une vie complètement dépourvue de la préoccupation de l'argent est une expérience inimaginable et je le souhaite à tout un chacun. Sur ces mots, voici venu le moment de la surprise. Afin d'encourager les auditeurs de la chaîne dans leurs efforts, j'annonce officiellement le challenge à 7 chiffres. Tout le monde, moi inclus, a exactement 5 ans pour atteindre soit une réserve de cash, soit un portfolio d'actions ou de biens immobiliers d'actifs à 7 chiffres. Tous ceux qui auront accompli le challenge pour exactement le 20 octobre 2027 pourront poster leur accomplissement sur la chaîne. Peu importe si vous atteignez l'objectif avant, les résultats seront annoncés à la date d'échéance du challenge. On organisera aussi, pour ceux qui le souhaitent, des interviews pour qu'ils puissent raconter comment a été leur parcours pour atteindre cet objectif, les difficultés, les belles surprises. Ainsi, ils pourront inspirer les autres à faire de même. Je vise toujours le sommet et je compte y amener le maximum de personnes avec moi. Alors, que décides-tu? See you at the top.